Quel est ton mindset par rapport à l'IA? Est-ce que tu le vois comme quelque chose de purement négatif qui est là simplement pour détruire la race humaine? Ou est-ce que tu le vois comme quelque chose qui peut aider, même si ce n'est pas parfait? Dans cette vidéo, je vais faire le tour de quelques situations où je considère que l'IA, c'est une bonne approche pour faire le travail qu'on fait tous les jours, et d'autres situations où ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Je vais essayer de proposer une vision équilibrée de ce que l'IA peut représenter, autant les éléments positifs que les éléments négatifs tels que moi je les perçois, en espérant que si tu as de la crainte à l'essayer, si tu as peur de l'essayer, qu'au moins cette crainte-là s'en aille et que tu puisses essayer pour voir est-ce que ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours. Comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, je t'invite à peser le pouce, cliquer like et t'abonner pour que plus de gens découvrent la chaîne. Parce que la seule façon que YouTube propose des vidéos dans une chaîne, c'est si les gens réagissent. Donc, tes réactions vont beaucoup aider. Cette vidéo est différente de celle que je fais en général. Souvent, je fais des démos. Mais cette fois-ci, je voulais parler un peu de quand utiliser l'IA, quand ne pas utiliser l'IA et est-ce qu'il faut voir l'IA vraiment comme un danger? C'est clair qu'il y a des éléments négatifs. Ça utilise énormément d'électricité. Il y a certaines compagnies qui intègrent l'IA dans leur entreprise et ils mettent des gens à la porte parce qu'ils veulent réduire leurs coûts. Donc, c'est clair qu'il y a des aspects négatifs, il y a des choses qu'on ne sait pas non plus. Mais il y a également des aspects extrêmement positifs. Il y a des gens qui trouvent des solutions ou des remèdes médicaux en utilisant l'IA comme ChatGPT. Il y a des histoires de gens qui avaient des symptômes qui n'étaient pas compris par les médecins, qui ont demandé à ChatGPT, l'ont amené à leur médecin, et les médecins, en se basant sur ce que ChatGPT a dit, ont commencé à faire des recherches et ont été capables de trouver des remèdes ou des choses à essayer pour essayer de régler le problème ou d'éliminer la maladie qu'une personne avait. Il y a des développements au niveau des molécules, il y a des développements au niveau des mathématiques. Il y a beaucoup de choses que l'IA est capable de faire, que l'être humain n'est pas capable de faire, et sans un outil comme ça ne serait pas possible. Mais c'est clair qu'il y a le pendant négatif aussi. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, les gens qui perdent leur emploi à cause des avancements dans l'IA. Il y a également des gens qui utilisent les outils à des fins néfastes. Donc, leur but, c'est dans les élections, de miner les élections, c'est de trouver les moyens d'embêter les gens autour d'eux. Ils vont faire des deepfakes pour mettre des personnes connues dans des mauvaises postures. Donc, tout ça, ça en fait partie. Mais est-ce que ça fait de l'IA nécessairement quelque chose de négatif? Pas vraiment. Selon moi, c'est vraiment un outil et c'est un outil qui dépend de l'utilisateur et de ce que l'utilisateur veut en faire. Donc, c'est un outil, à mes yeux, qui est relativement neutre. C'est juste qu'il est extrêmement rapide. Donc, quelqu'un qui veut faire du bien va le faire beaucoup plus vite. Quelqu'un qui veut faire du mal va le faire beaucoup plus vite. Je considère que les gens qui m'écoutent ne sont pas des gens qui vont aller utiliser les outils comme ChatGPT, Claude et les autres pour aller faire du mal. Moi, ce que je fais, ce que je veux faire, c'est vraiment d'aider les gens à apprivoiser cette technologie parce que c'est quand même relativement nouveau. Ça fait seulement 2 ans que ça existe et même si on en entend parler à droite et à gauche, à tout bout de champ, assez que il y a des fois que même moi, je veux juste pas en entendre parler pendant une journée pour que la poussière tombe et que je puisse passer à autre chose et revenir. Donc, je comprends cet aspect-là où on en a peut-être marre d'en entendre parler. Mais veux pas, je ne pense pas que cette technologie va s'en aller. Elle est là, elle va dominer notre futur et on est encore au début. Donc, c'est vraiment la période où il faut commencer à l'apprivoiser. Il faut penser un petit peu à l'arrivée de l'Internet. Il y en a qui disaient « Oh, ça va pas durer, ça va disparaître. » Non, tout se fait sur Internet maintenant. Et ceux qui en ont pris avantage dès le début ont été plus à l'aise quand les changements ont été intégrés directement dans les entreprises et que si tu ne comprenais pas comment utiliser les outils d'Internet, les outils, les logiciels, si tu ne savais pas comment faire, mais tu étais au risque de perdre ton emploi.
C'est la même chose pour l'IA. De plus en plus d'entreprises demandent à ce que les employés, ou les nouveaux employés en tout cas, aient une certaine connaissance en intelligence artificielle pour l'utiliser au sein de l'entreprise. Ça va pas s'en aller. Ça ne va aller qu'en accélérant parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même un agent accélérateur. Et en entreprise, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité. Pourquoi on recherche l'efficacité? Parce que ça nous coûte moins cher et on est capable de baisser nos prix pour les consommateurs et les consommateurs achètent plus parce que ça coûte moins cher, donc la compagnie en bénéficie. Donc le côté négatif de l'intelligence artificielle, là où quelqu'un perd son emploi, ça fait mal, mais quelque part, c'est inévitable. Tous les avancements technologiques, c'est ce qu'ils vont donner. C'est ce que ça fait. Si on passe au tout début de la voiture, quand tu voulais traverser une voie ferrée, fallait que tu arrêtes l'auto, que tu descendes de l'auto, que tu regardes à droite, à gauche. Je me rappelle pas non plus s'il fallait klaxonner ou annoncer qu'il y avait une auto qui traversait. Maintenant, c'est pas comme ça. Maintenant, les autos sont partout. Il y en a peut-être un petit peu trop, mais quand même. Et les gens qui travaillaient avec les chevaux, qui étaient prévalents partout dans les rues, les gens qui allumaient les lampadaires, qui ont disparu avec l'électricité, tous ces emplois-là ont changé, se sont métamorphosés en autre chose. Et je pense que ça sera la même chose avec l'IA. C'est clair qu'il y aura une période où il va y avoir du flottement. Il y en a qui vont perdre leur emploi ou qui sont déplacés, qui auront à faire autre chose, mais c'est inévitable. Et de ne pas vouloir apprendre à utiliser cette technologie, dans le fond, c'est un petit peu se cantonner dans la vie passée et peut-être de se mettre encore plus à risque de perdre un emploi. Parce que l'intelligence artificielle, au stade où elle est présentement, on a besoin d'un humain pour que ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner tout seul. Ça peut, en fait, mais je vais y revenir, ça peut, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments humains dedans pour que ça se mette à fonctionner seul. Mais quelqu'un qui ne veut pas apprendre et que sa compagnie veut intégrer ça, ou que ses clients veulent qu'ils intègrent cette technologie, ben quelqu'un qui refuse de l'apprendre se met dans un désavantage et quelqu'un d'autre qui le connaît mieux, qui apprend à le connaître et qui l'essaye et qui teste, va avoir des meilleures perspectives d'emploi et peut-être aussi ne fera pas partie de la vague de gens qui se font mettre à la porte parce que les connaissances que la personne a avec l'intelligence artificielle va l'aider à garder son poste. C'est ce que moi je vois. De la même façon que les gens qui refusaient d'apprendre les logiciels comme Excel ou Word et compagnie, à un moment donné, on dit, mais si tu ne veux pas utiliser les outils électroniques, tu ne peux pas rester à mon emploi parce que je ne vais pas continuer à te payer pour faire des calculs à la main et faire des erreurs. Il faut que tu apprennes les nouveaux outils. Je pense qu'à un moment donné, ça va venir avec ça un peu partout. Il va falloir devenir à l'aise. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour que ça nous bénéficie? Premièrement, c'est pour faire quelque chose qu'on est obligé de faire, mais qu'on n'aime pas faire. Par exemple, j'aime écrire, mais je n'aime pas taper. Alors, tous les outils qui peuvent m'aider à taper à ma place, donc tout ce que j'ai à faire, c'est dire ce que je veux, mais n'importe quel outil qui est capable de transcrire pour moi, je vais l'essayer pour voir s'il fonctionne bien. S'il fonctionne bien, je vais l'adopter. C'est un petit peu à l'époque où on avait des scribes. Je pense bien que c'était ça le terme, mais tu as quelqu'un à côté de toi, tu marches le long en large, tu dis à la personne ce que tu veux qu'elle écrive et elle écrivait ça sur son papyrus ou son papier, les sténographes faisaient ça. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est juste que maintenant, les ordinateurs sont capables de faire un aussi bon travail. Donc pour l'écriture, d'être capable de dicter et de transcrire ça en quelque chose qui peut être lu par les autres. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'utilise tous les jours dans mon travail parce que j'écris beaucoup, mais que je n'aime pas taper et que l'ordinateur est plus efficace pour le faire que moi. Et ça, c'est le deuxième endroit où on utilise l'IA. C'est lorsque l'IA est capable de faire quelque chose plus rapidement que nous. Quand j'écris à la main, j'écris très lentement. Quand je tape, peut-être 40-50 mots par minute.
quand je dicte, quand j'utilise une IA pour transcrire mes mots, je fais au-delà de 100 mots par minute. Et ça ne me prend pas de temps. Je pourrais passer 1 heure de temps à dicter, à 100 mots par minute. Après 1 heure de temps, je suis rendu à 3 000 mots. 3 000 mots, c'est quand même pas mal. C'est 3 000 mots. J'allais faire une mesure, mais j'ai pas la mesure en tête. Mais je pense que c'est peut-être 250 mots par page. Donc, 3 000 mots, ça serait peut-être l'équivalent de 10 pages par heure, ce qui est pas mal. Le troisième endroit, c'est lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on ne sait pas le faire et on demande à l'IA de nous aider. Et je pense que c'est souvent là qu'il y a une réticence à utiliser l'IA. Je vais donner mon exemple. Dans mon infolettre, je mets souvent des images pour accompagner tous les articles ou tout ce que j'écris parce que ça fait que c'est un petit peu moins monotone quand il y a des images un peu partout. Avant, je faisais un peu de recherche pour trouver des images sur des sites. J'ai payé des abonnements pour pouvoir avoir accès à des photos et j'allais chercher dans les galeries de photos pour mettre des photos. Je détestais ça. J'ai même des abonnements que j'ai payé, j'ai jamais utilisé, je ne vais pas chercher les photos parce que ça m'énerve, je n'aime pas ça. Mais je ne sais pas dessiner, j'ai pas le temps de sortir aller prendre des photos. Donc, avec l'IA, je suis capable de prendre un peu de temps, générer quelque chose qui ressemble à ce que je veux. C'est pas nécessairement parfait, mais pour les besoins de la cause, ça fait ce que je veux. De la même façon, dans les vidéos, souvent, je mets une musique à la fin de la vidéo. Mais j'ai pas le temps, je suis pas capable de faire la musique. Et souvent, la réaction que j'ai, c'est qu'on me dit « Ouais, mais tu voles un emploi à quelqu'un. » Je ne pense pas. Parce que si j'avais pas l'IA pour le faire, j'en mettrais pas de musique à la fin de mes vidéos. Je ne mettrais pas d'image dans mes infolettes. Je ne paierais pas quelqu'un pour le faire. Je ne le faisais pas déjà en partant. Donc, c'est pas que je vole l'emploi de quelqu'un, c'est pas que j'empêche quelqu'un de faire de l'argent, c'est que je fais quelque chose que j'aurais pas fait autrement. Donc, ça ouvre les possibilités. Pour moi, de ce côté-là, du côté graphique, ça ouvre plus de possibilités et c'est là où l'IA est intéressante. De la même façon, pendant longtemps, il y a longtemps, je programmais, depuis une dizaine d'années où j'ai arrêté de programmer. Maintenant, je recommence parce que l'IA me permet de le faire. Au lieu de payer quelqu'un des heures et des heures pour faire des programmes que seul moi je vais utiliser, ben je peux m'asseoir avec une IA, prendre quelques heures pour le faire quelque chose qui fait à peu près ce que je veux, et après ça l'utiliser. Mais je n'aurais probablement jamais payé quelqu'un pour faire ces outils-là. J'aurais essayé moi-même ou j'aurais juste continué à faire mes affaires manuellement. Mais l'IA permet ça. Et selon moi, c'est son aspect le plus intéressant, c'est d'ouvrir la porte à des gens créatifs de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. De la même façon que l'Internet permet quelqu'un de son garage de faire affaire avec une personne complètement à l'autre bout du monde, mais l'IA permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Il y a également des endroits où je considère que ça ne devrait pas être utilisé, surtout l'IA générative, donc les outils comme ChatGPT. Entre autres, quand on veut écrire quelque chose, le publier sur un sujet qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Parce qu'à ce moment-là, l'IA peut dire des choses qui ne sont pas vraies et on ne s'en rend pas compte. Donc, moi, j'essaye, je vais jamais publier quelque chose sur le domaine médical ou l'ingénierie parce que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas médecin. Donc, il y a des choses que je ne ferai pas parce que je connais pas ce domaine-là. La même affaire, je vais pas nécessairement prendre tout ce que ChatGPT ou même Google me dit sur des symptômes physiques parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? On parlait longtemps de Dr Google, maintenant c'est Dr GPT, mais est-ce que c'est tout le temps vrai? Peut-être que oui, peut-être que non, mais probablement qu'il y a des erreurs de temps en temps, de la même façon qu'un médecin fait des erreurs.
La différence, c'est que si on se fie à 100% à ce que ces outils disent et qu'on n'a pas de compétences ou on n'a pas de connaissances dans ce domaine, mais on risque de travailler sur des mauvaises informations et puis ça peut avoir des effets néfastes par la suite. Un autre élément, c'est s'il n'y a pas d'humains qui sont intégrés dans la boucle. Donc, plus tôt dans la vidéo, je disais que il faut un humain parce que les outils ne sont pas encore prêts à tout faire tout seul. Mais j'ai dit on peut leur dire d'exécuter les choses seuls, mais avant, il y aura eu des humains qui seront passés à travers et qui auront vérifié. Pourquoi ça prend tant de temps et tant d'argent pour créer les modèles? C'est que souvent, il y a une partie humaine où les gens évaluent ce que la nouvelle version de ChatGPT fait ou la nouvelle version que Claude fait ou Gemini, peu importe. Il y a des humains qui regardent pour s'assurer que le modèle est prêt à être donné au grand public et qu'il n'y aura pas des grosses erreurs qui sont produites. Mais tout ça, ce sont des éléments qui viennent de l'intervention humaine. Et lorsqu'on automatise un processus avec l'IA, normalement, il faut avoir fait des tests auparavant et ce sont les humains qui les font pour s'assurer que ce qu'on veut comme résultat, c'est vraiment ça qu'on a. Donc, peut-être qu'à un moment donné, l'humain n'est plus dedans, mais l'humain a été intégré énormément avant que ça soit rendu public. Et finalement, et puis là, on va toucher du côté artistique, donc la musique, vidéo et tout ça. Jusqu'à présent, les règles de droit d'auteur ne protègent pas les œuvres qui sont faites seulement par une machine. Donc, si tu écris une requête, tu demandes à ChatGPT, Gemini, Meta, celui de Meta, Llama, de créer quelque chose pour toi, et que tu le vends à un client ou tu l'utilises comme ta marque de commerce et qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail humain qui a été mis entre la création de l'ordinateur et la création finale, mais c'est possible que ça ne soit pas protégé par les droits d'auteur. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention parce que si ton but, c'est de le vendre, le rendre public ou tu le vends à un client, mettons, et que le client veut l'utiliser et que ce n'est pas protégé par les droits d'auteur, mais là, il peut y avoir quelques problèmes. Ça va se régler éventuellement, mais les règles de droit d'auteur ont beaucoup de rattrapage à faire pour suivre ce qui se fait présentement. Donc, il y a des endroits où l'IA n'est peut-être pas appropriée, surtout s'il n'y a pas d'humains qui sont intégrés. Voilà, j'en avais beaucoup plus à dire que je pensais, donc la vidéo a duré pas mal plus longtemps que je pensais que ça durerait quand j'ai commencé. Et j'espère que ça t'aide un petit peu à voir l'IA de manière différente. Mon but, c'est d'éduquer les gens, de leur faire voir l'IA comme un outil, une aide et non une menace. Je fais ça sous forme d'accompagnement, je le fais sous forme de formation. J'aide à intégrer l'IA dans les entreprises ou avec les solopreneurs. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu en es encore à tes débuts avec l'IA, tu as de la difficulté, laisse-moi un commentaire ou envoie-moi un message où je vais même mettre un lien pour être informé lorsque je fais des formations. Je fais des fois des formations en direct ou je fais des formations en virtuel. Et si ça t'intéresse de participer, mais il suffit de remplir, mettre les informations et quand je fais des nouvelles formations, je vais l'annoncer. Tu pourras participer si tu es disponible et si tu désires le faire. Mais le but, c'est vraiment d'aider les gens à apprivoiser l'IA, l'utiliser comme un outil pour rendre la vie moins stressante, plus agréable et plus belle. Et ça, selon moi, c'est pas tout à fait la version Terminator.